Bonjour à tous et puis bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, la vidéo elle est titrée le contre-exemple à connaître. Alors pourquoi c'est le contre-exemple à connaître? On a vu dans la dernière vidéo le théorème de Taylor-Young et on a dit que pour le cas où on avait n égale 0, c'était exactement la même chose d'être continu et d'avoir un dl 0. Que pour le cas où n égale 1, c'était exactement la même chose que d'être dérivable et d'avoir un dl 1. Mais c'est pas vrai aux ordres supérieurs. Par exemple, c'est pas la même chose d'avoir un dl2 que d'être doublement dérivable. Si on est doublement dérivable, on a un dl2 en un point. Par contre, si on a un dl2 en un point, on n'est pas forcément doublement dérivable pour une fonction. Pareil, si on a un dl3 en un point, on n'est pas forcément triplement dérivable, etc. Et donc là, c'est le contre-exemple à connaître. Pourquoi? Parce que la fonction qui est ici, là, pour tout n plus grand ou égal à 2, elle n'est pas dérivable, et pourtant elle admet un dln. Voilà, donc c'est vraiment le contre-exemple pour n'importe quel n supérieur à 2, plus grand ou égal à 2. Et on est parti. Donc rapidement, déjà, la tête de la fonction, c'est une fonction de R dans R, et on a distingué deux cas, soit x, c'est un irrationnel, auquel cas on associe exponentielle de moins sur x carré, soit x c'est un rationnel, et auquel cas c'est 0. Donc en gros ce qu'on a c'est une droite en 0, bioup, une droite, et après une fonction qui fait du exponentiel de moins sur x carré, qui doit être un truc qui donne des machins comme ça, là. En vrai je sais pas trop, mais ce qu'il faut comprendre c'est que en fait c'est un peu comme si on avait si on trace sa représentation graphique sur une calculette, ce qui va être compliqué parce que je suis pas sûr que la calculette aime bien dire si machin est rationnel, si machin est rationnel. Du fait que les deux intervalles sont denses dans R, finalement, c'est comme si on voyait presque deux courbes. Donc vous vous doutez bien que ce machin-là est surtout pas continu, par exemple. Par contre, il est continu en 0. Voilà, ça c'est la première question, vous montrez qu'il est continu en 0. Deuxième question, ensuite, vous montrez qu'il est dérivable en 0. Ensuite, il faut montrer que f est discontinu sur tout autre point que 0. Et du coup, vous en déduisez que f n'est pas deux fois dérivable en 0. Et finalement, on verra que pour tout n appartenant à n, f de x étant petit o de x exposant n quand x tend vers 0, excusez-moi, là il y a une petite faute de frappe, bien sûr, on s'intéresse à 0 à chaque fois, donc c'est quand x tend vers 0. À coup sûr, je l'ai copié-collé partout, et ça va se répercuter partout sur la correction. Mais bon, bref. Le document sans cette petite bourde sera disponible en support dans la description la vidéo. Voilà. Donc vous essayez de faire les questions, on est parti pour la correction, sachant que si vous avez calé sur une question, vous pourrez regarder sa correction, éventuellement vous arrêter au milieu de la correction et reprendre, et surtout, si vous avez calé sur une question et que du coup ça vous a fait caler sur celle d'après, quand vous avez vu la correction de la première, vous ne regardez pas la correction de la deuxième, et vous réessayez. Bon, voilà. Mon but c'est pas de faire de la pédagogie en disant faites ça, faites ci. On est parti pour la correction. Donc première question. On doit montrer que f elle est continue en 0. Donc f elle est là. Bon, de R dans R, ça vous en moquez un peu. Donc moins sur x carré, parce que si on a du exponentiel de moins sur x carré, ça quand x tend vers 0, ça tend vers moins l'infini. Alors pourquoi? Parce que 1 sur x carré, quand x tend vers 0, ça tend vers plus l'infini, du coup on met un moins, ça tend vers moins l'infini. Et du coup exponentielle de moins 1 sur x carré, c'est exponentielle d'un truc qui tend vers moins l'infini. Du coup, ça tend vers 0 quand x tend vers 0. Ah, je l'avais dit que le x0 il serait partout. Aïe. Bien sûr, là on s'intéresse au cas où x est dans les irrationnels. Ensuite, du coup, vu qu'on a cette limite, on peut prendre, pour tout epsilon, on peut prendre un état plus grand que 0, tel que du coup, pour tout x appartenant à x0 moins état, x0 plus état, on met exponent inter r privé de q, parce qu'on s'est passé dans r privé de q, exponentielle de moins 1 sur x carré, ça soit plus petit ou égal au epsilon. Ça, c'est la définition de la limite, de cette limite-là. Ainsi, si on prend un epsilon plus grand que 0, ce que je vais pas marquer, tiens, c'est toujours le même que ici, et c'est toujours le même état. Donc si on prend un x qui appartient à cet intervalle, x0 moins état, x0 plus état,
Cette fois-ci, pas forcément dans R privé de Q. Il peut être dans Q aussi. Donc soit il est dans R privé de Q, et on a exponentielle de moins 1 sur x carré qui est plus petit ou égal à epsilon. Soit il est dans Q, et dans ce cas, ben, f de x, c'est 0, et c'est aussi plus petit ou égal à epsilon. Donc dans les deux cas, hein, qu'ils soient dans les irrationnels ou dans les rationnels, f de x est plus petit ou égal à epsilon, et donc ben, vu que pour tout epsilon ça marche, hein, on en déduit que f de x tend vers 0 quand x tend vers 0, et on a donc f qui est continu en 0. Oh, là j'ai bien mis 0, j'ai pas mis 0. Waouh. Donc, question 2. Maintenant, il faut montrer que la fonction elle est dérivable en 0. Donc ce qu'on est en train de regarder, hein, c'est f de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est-à-dire en fait f de x sur x, hein, vu que f de 0 c'est 0. Et on veut montrer que cette quantité, elle tend vers 0 quand x tend vers 0, hein, parce qu'on veut montrer que du coup, vu qu'elle tend vers 0 quand x tend vers 0, c'est le fait de dire que f' de 0, c'est 0, et que c'est bien dérivable du coup. Donc déjà, f de x sur x, c'est plus petit ou égal à exponentielle de moins 1 sur x carré sur x. Alors pourquoi donc déjà on le place dans le cas où x différent de 0, hein, pour que ça soit bien défini. Hein. Parce que exponentielle de moins 1 sur x carré, non, parce que f de x c'est soit exponentielle de moins 1 sur x carré, soit 0, et bien sûr quand c'est 0, hein, c'est plus petit en valeur absolue. Par croissance comparée, hein, exponentielle de moins 1 sur x carré, le tout sur x, c'est en fait 1 sur x que je divise par exponentielle de 1 sur x au carré, ça tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Ce que j'ai en fait c'est un exponentiel, un truc qui est même au carré en fait. Et le truc au-dessus, les croissances comparées, ça me dit que quand ça tend vers l'infini, ça tend vers l'infini, l'exponentiel est écrasant, hein, ça c'est en petit o de ça, et du coup ça tend vers 0. Donc voilà, c'est nos croissances comparées, on a l'habitude. Et du coup, ben là, ben f de x sur x, on l'a encadré par encadrement en fait, hein, vu que c'est la valeur absolue, il est entre cette quantité-là et moins cette quantité-là de l'autre côté, qui tend vers 0 à chaque fois, par encadrement, du coup f de x moins f de x 0 sur x moins x 0, ça tend vers 0 quand x tend vers 0. Du coup f dérivable en 0, et on a f' de 0 qui fait 0, hein, ça c'est la définition de être dérivable en 0, c'est la limite du taux de variation qui tend vers une valeur donnée, cette valeur, c'est la dérivée. Donc voilà pour cette question 2. Question 3. Alors question 3, ça nous demandait de montrer que f est discontinu sur R étoile, et d'en déduire que f n'est pas deux fois dérivable en 0. Donc déjà, f est qui est discontinu sur R étoile. Alors comment on montre ça? On va utiliser la caractérisation séquentielle. On va définir deux suites, un pour les n appartenant à n et wn pour les n appartenant à n. Et du coup, un, c'est la partie entière de 10 exposant n, x, le tout sur 10 exposant n. Et wn, c'est la partie entière de 10 exposant n, x fois pi, le tout sur 10 exposant n fois pi. Donc ça, hein, on en a vu un peu quand on a fait des limites de suite. Hein. Ça, c'est une suite qui tend vers x. Bien sûr, hein, parce que ben, plus c'est grand, plus en fait... Là, ce qu'on est en train de faire en faisant 10 exposant n, c'est qu'on l'approche décimale par décimale. Hein. Quand initialement, si on prend un 0, ben on a juste la partie entière. Maintenant, si on prend 10 exposant 0, ça fait 1, on a juste la partie entière. Après 10 exposant 1, on a la première décimale. 10 exposant 2, la deuxième décimale, etc. Et on s'approche au fur et à mesure de x. Là, c'est la même chose, sauf qu'il y a un facteur pi près qui traîne au milieu. Pourquoi? Parce que là, en fait, à chaque fois, j'ai l'approximation décimale. En 10 exposant n, c'est des rationnels. Là, j'ai rajouté un pi pour que ça soit, notre suite wn, elle soit dans les irrationnels. Voilà, c'est ce qu'on disait. Un, bah, c'est tout le temps dans les rationnels, wn, c'est tout le temps dans les irrationnels. Et un et vn, et wn, tendent bien toutes les deux vers x quand n tend vers plus l'infini. Donc f de un, bah, c'est f d'un rationnel, c'est toujours 0, donc ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et f de wn, bah, vu que wn tend vers x, ça tend vers f de x, mais dans les irrationnels, ça tend. Et du coup, vu que ça tend vers ce nombre-là dans les irrationnels, vu que c'est des irrationnels, à chaque fois c'est f d'un irrationnel, c'est exponentielle de moins 1 sur x carré, et ça tend bien vers exponentielle de moins 1 sur x carré. Du coup, en fait, on a exhibé deux suites, un et wn, qui quand elles tendent vers l'infini, tendent toutes les deux vers x, mais sauf que f de un et f de wn tendent vers deux limites différentes. Et du coup, vu que f de un et f de wn tendent vers deux limites différentes, hein, d'après la caractérisation séquentielle de la continuité, f n'est pas continu. Parce que sinon, toutes les f de toute sous-suite qui tendraient vers x, tendraient vers f de x.
Du coup, f est discontinu sur R étoile. Alors en particulier, vu que f elle n'est pas continue sur R étoile, hein, elle n'est dérivable en aucun point non plus. Sa dérivée, elle est du coup définie qu'en 0. Hein. On a dit, on l'a regardé sur tout R. Sur R étoile, elle est jamais dérivable. Sur R, elle est en 0, elle est bien dérivable par contre. Mais du coup, f elle ne peut pas être doublement dérivable en 0. Hein, parce que la définition d'être doublement dérivable en 0, ça veut dire que ce taux de variation là, excusez-moi, là c'est un f' de 0. Donc f' de x moins f' de 0 sur x moins 0, ça doit admettre une limite. Sauf que f' de x, bah, c'est pas défini pour x différent de 0. Donc ce machin-là n'est pas défini, le taux de variation n'est pas défini, je peux pas avoir une dérivée seconde. Et du coup, f ne peut pas être 2 fois dérivable en 0. De même, elle n'est pas 3 fois dérivable, elle n'est pas 4 fois dérivable, etc. Donc elle est seulement continue en 0, dérivable en 0, mais après elle n'est pas dérivable à des ordres supérieurs en 0. Donc ensuite, hein, la question 4, on nous demandait de montrer que f de x était un petit taux de x exposant n, quand x tend vers 0, et on devait conclure. Donc déjà, on va voir que c'est un petit taux de x exposant n, et ensuite on va réfléchir à notre conclusion. Donc si on prend n dans n, et que je prends x différent de 0. Si je fais f de x sur x exposant n, donc f de x étant donné que c'est plus petit que 0, hein, là je prends des valeurs absolues à chaque fois partout, c'est pour bien encadrer aussi. Donc f de x, c'est soit 0, soit exponentielle de moins 1 sur x carré, donc ça c'est plus petit que exponentielle de moins x sur x carré sur x exposant n. Donc je le réécris un peu, ça nous fait du valeur absolue de 1 sur x exposant n, le tout sur exponentielle de valeur absolue de 1 sur n au carré. Alors là, la valeur absolue, je l'ai mis parce que... Ouais, 1 sur x au carré, ce serait mieux. Ouais, ceci est un x, n égale x. X réel, n entier, ça pose pas de problème. Donc ceci est un x, je le corrigerai aussi dans le rendu, excusez-moi. Dans le PDF plutôt. Du coup, là j'ai mis des valeurs absolues parce que ça change rien vu qu'on met un carré au-dessus. C'est bien pour mettre en évidence qu'on a cette quantité-là, 1 sur x, quand x tend vers 0, ça tend vers plus ou moins l'infini. Ça, du coup, avec des valeurs absolues, ça tend vers plus l'infini, pareil. Et du coup, on a un truc qui tend vers plus l'infini exposant n sur exponentielle de ce truc qui tend vers plus l'infini au carré. Encore une fois, les croissances comparées, ça c'est écrasant devant ceci. Ceci est en petit taux de cela. Bien sûr, avec toujours un x en bas, hein, si c'est un n, ça marche pas très bien. Et du coup, quand x tend vers 0, vu que ça c'est un petit taux de ça tend vers 0. Et du coup, vu que f de x sur x exposant n tend vers 0 quand x tend vers 0, hein, ça c'est la définition d'être un petit taux de x exposant n quand x tend vers 0. Qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut que f, elle admet un développement limité à l'ordre n en 0 pour tout n dans n. Bah oui, en effet, vu qu'elle est un petit taux de x exposant n quand x tend vers 0 pour tout n dans n, bah son développement limité c'est 0 plus 0x plus 0x carré plus 0x cube, etc. jusqu'à plus petit taux de x exposant n quand x tend vers 0. Voilà, son développement limité pour toute... Si on prend la partie somme de son développement limité, en fait, en oubliant le petit taux de xn quand x tend vers 0, pour tout n, c'est 0. Donc elle admet bien un développement limité à l'ordre n en 0. Mais pourtant, pour n plus grand ou égal à 2, on a vu que f, elle n'est pas dérivable en 0, elle n'est pas 2 fois dérivable en 0, n'est pas 3 fois dérivable en 0, n'est pas 4 fois dérivable en 0, etc. Donc pour n plus grand ou égal à 2, elle n'est pas n fois dérivable en 0. Pourtant, elle admet bien un développement limité à l'ordre n en 0. Et voilà, c'est le contre-exemple. C'est pour ça que c'est le contre-exemple de Turfu.